suis Marianne, je suis ingénieure machine learning chez Nabla. Ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder un peu ce que fait Nabla, comme ça vous avez un peu le contexte. Et après, je parlerai d'une partie de notre stack ML plus en détail. Et voilà. Et donc, alors juste une introduction, donc Nabla, ça fait 5 ans qu'on est une startup qui travaille dans l'IA dans le médical. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les États-Unis, on fait 20 000 consultations par jour, enfin il y a 20 000 consultations qui utilisent Nabla. Ce qu'on fait, c'est qu'on a un copilote, donc on écoute les consultations médicales, on les transcrit et après on donne un compte-rendu structuré. Et donc là, on va faire une petite démo avec Grégoire, qui est un collègue, pour que vous voyez à quoi ressemble le produit et qu'on ait tous la même idée de ce qu'on fait. La démo sera en anglais parce que notre produit, notamment la partie dont je parlerai après, a été optimisée pour l'anglais. Voilà, j'espère que ça ne posera pas de problème. Hello, Grégoire. Hi. How are you? I'm fine, thank you. So why are you here today? So just a routine checkup for my type 2 diabetes, also my hypertension, and lately I've been having these migraines with aura, and I'm a bit concerned, so Okay. I went to see you. Okay, thank you for coming. So how are your migraines? Do you have any headache? Yeah, so usually it starts around 2 p.m. after lunch break at work. I'm very stressed at work. And then for 2 hours it's hard to think. And so yeah, I think these are called auras, where my vision is affected. And well, it is basically this, and it's 1 day a week or maybe 2 days a week, but it always happens. Okay, I see. So I think what you need is first quite a lot of paracetamol, so I'll prescribe you some. Also rest well, so I'll also put you off for vacation for like 2 weeks. Rest well, sleep a lot, and drink a lot of water, and come back to see me if it doesn't go better. Yeah, great. Thank you so much. I'll be doing that. Thanks, Grégoire. So obviously I'm not a doctor, pardon. Évidemment, je ne suis pas un docteur, donc il ne faut pas prendre ce diagnostic au pied de la lettre. Voilà, donc là on a fait la consultation, vous avez vu le transcript. Maintenant on génère donc une note, le compte rendu organisé de cette consultation. Et donc le but de Nabla, c'est vraiment de faire gagner le temps administratif des médecins, donc qu'ils n'aient pas à taper sur l'ordinateur. Et voilà. Et donc on a plusieurs types de notes de structuration. Donc là c'est la note très détaillée, donc il y a plusieurs catégories. Bon, alors vous pouvez regarder, il y a bien donc le diabète de type 2 de Grégoire, son hypertension, ses migraines. Dans les recommandations, dans la prescription, il y a bien le paracétamol. Peut-être qu'il y a écrit quelque part, oui, recommendation of rest and hydration. Voilà, c'est vraiment un docteur très, très précis. Et donc nous, on va s'intéresser à cette partie-là, qui sont les codes ICD-10. Donc on voit que là, sur cette note, on a trouvé 3 codes, qui sont l'hypertension, le diabète de type 2 et donc les migraines avec les auras. Et pourquoi c'est intéressant de trouver ces codes? Parce qu'aux États-Unis, tout est enfin, les médecins passent beaucoup de temps à trouver ces codes pour pouvoir après faire des facturations. Donc c'est encore une fois pour faire gagner du temps aux médecins après la consultation. Donc on va prendre l'exemple d'une note comme celle-là. Donc il faut imaginer une très très longue note. Ça vient d'un dataset public de notes médicales. Et donc avec lesquels on veut trouver des codes associés. Donc comme ce qu'on montrait avec Grégoire qui avait de l'hypertension, là cette note, ce patient-là a beaucoup de problèmes. Et en fait, donc ça c'est une partie des problèmes qu'on regarde, mais si on regarde toute la codification de toute la note, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les problèmes et les visites diagnostiques. Donc problème, c'est tout ce qui est antécédent et les problèmes du patient. Visite diagnostic, c'est plus ce qui a été diagnostiqué ou discuté pendant la consultation. On regarde aussi les family history, donc c'est les antécédents familiaux qui sont associés à un membre de la famille. Et enfin, il y aura aussi les données vitales, donc comme taille, poids, température et ce genre de choses. Alors pourquoi est-ce que cette tâche elle est difficile? Parce que du coup, les codes qu'on utilise viennent de ICD-10 ou CIM-10 en français. C'est une ontologie qui a 74 000 codes. Donc ce n'est pas une classification à quelques classes, c'est assez large. Pour le faire, on a dû faire appel à une entreprise spécialisée dans la codification médicale pour annoter de la donnée. Et avec cette entreprise, on s'est rendu compte qu'il y avait 56% d'accords d'annotation entre 2 humains. Donc ça montre la difficulté de la tâche. Ce chiffre il est explicable par... Il y a beaucoup d'erreurs
d'erreurs humaines. Tant qu'on ne spécifie pas les règles, c'est très vaste. Donc par exemple, chaque docteur peut avoir ses propres règles de est-ce qu'on met les symptômes ou pas, est-ce que je mets les effets secondaires ou pas, ce genre de choses. Et aussi, donc, dans l'otologie, il y a beaucoup de codes. Donc par exemple, on peut coder 2 fois la même chose avec 2 codes différents. Donc dans ce cas-là, s'il y a du stress au travail, il y a 2 codes qui pourraient être applicables, qui sont de la pression mentale, liée au travail, ou des troubles émotifs aussi. Il y a une autre difficulté, c'est que les codes sont contextuels. Donc par exemple, si la personne vient avec de l'obésité, il y a plusieurs façons de coder l'obésité. Soit ça peut être obésité, soit ça peut être obésité liée à des médicaments. Après, il peut y avoir obésité avec complications, etc. Donc à chaque fois, il y a une variété de codes possibles. Alors, ce qu'on a essayé pour résoudre ce problème, la première chose qu'on a essayé, c'est de faire du few-shot learning avec GPT-4. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe un prompt à GPT-4 en passant donc, des instructions très détaillées, et puis plusieurs exemples de notes et codes. Voilà, plusieurs exemples de ce qu'on veut, et on espère que le résultat soit ce qu'on veut nous. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, il y avait 4 codes ou 5 codes dans Problems, 3 codes dans Vis Diagnostic et pas de family history. Mais ça, c'est vraiment l'output de GPT-4, c'est pas la notation. Donc c'est pas mal, mais on est quand même encore assez loin des perfs humaines. Et aussi, il y a les problèmes de coût et de latence de GPT-4, forcément. Donc on s'est orienté vers une solution où on a fine-tuné notre propre LLM. Donc là, les instructions qu'on passe au LLM sont beaucoup plus simples. On va passer des instructions très simples et juste une note, et on s'attend à ce qu'ils sortent la codification comme nous on l'a noté. Typiquement, les instructions sont beaucoup plus simples qu'avec GPT-4 parce qu'en fait, le modèle qu'on va réentraîner, il va voir 6000 notes et 6000 codifications, donc il va apprendre beaucoup plus sur la tâche que GPT-4 avec 5 exemples. Voilà, et donc ça, c'est à ça que ressemble une génération typiquement. Donc il y a la note et puis il y a les codes qui sont générés au fur et à mesure. Donc si vous voulez voir, c'est vraiment du texte qui est généré. Donc voilà nos résultats. Sur le dataset, du coup, on a nos 6000 notes qui ont été annotées par une équipe professionnelle dans le coding médical. On ajoute aussi des données synthétiques et on fait de la data augmentation aussi sur le training. Et sur les résultats, donc la dernière ligne, c'est bien l'accord entre humains, donc qui est de 56%. Notre modèle en production, en ce moment, il est à 46% de F1. Donc on essaie de s'approcher des perfs humaines. Et donc GPT-4, c'était moins bon. Et en plus, c'est plus long et ça coûte beaucoup plus cher. Alors que nous, notre modèle peut sortir une codification en 3 secondes. Pour très peu, pour 4 centimes. Pour 0,4 centimes par query. Voilà, et si vous voulez plus de détails sur ce qu'on a utilisé dans les fine-tuning, donc là, je vous ai dit qu'on utilisait Phi2. Donc c'est un petit modèle qui fait 2 milliards de paramètres. C'est pour ça qu'il est très rapide, donc on a des inférences en 3 secondes. Et on a essayé d'autres plus gros modèles comme Mistral 7B, BioMistral, qui est une version de Mistral 7B qui est elle-même fine-tunée sur des données médicales, et Gemma 7B, un modèle de Google. Voilà, le modèle le plus performant à utiliser, c'était Gemma, mais en fait, comme il est plus gros, c'est plus compliqué de le mettre en place, et aussi l'inférence est plus longue. Donc finalement, on garde Phi2, et on est en train de fine-tuner Phi3, donc on espère avoir bientôt de nouveaux résultats. Les humains ne sont pas toujours d'accord. Comment vous savez qu'en fait, même si vous avez 46%, votre perf n'est pas parfaite et c'est juste qu'il y a plusieurs solutions possibles? En effet, il y a plusieurs solutions possibles à chaque fois. Et du coup, là, nous, ce sur quoi on travaille aussi, c'est redéfinir la tâche pour pas qu'il y ait plusieurs solutions possibles. Donc on est en train de mettre plein de règles en place pour avoir des outcomes, pour avoir des prédictions qui soient pas tellement discutables, en fait, pour essayer d'avoir une vraie valeur de grande trousse. Voilà, donc là, on est vraiment en train de travailler sur redéfinir ce qu'on veut pour éviter ce 56% de disagreement, ce 56% d'agreement, et voilà, vraiment mieux définir cette tâche. Justement, on parlait de 46% et de cette donnée qui est difficile à interpréter. Est-ce que votre IA est capable de poser des questions et en fait de comprendre qu'il manque d'informations, ou en fait comment elle gère justement ce flot d'informations qui est variable et pas forcément suffisant pour avoir une décision? Le modèle qu'on a fine-tuné, donc il a vraiment en contexte, il a toute la note, donc c'est le résumé de la consultation qui vient d'être faite. Après, non, on ne peut pas interagir avec le modèle une fois qu'il a été fine-tuné, donc pour une note, il va nous prédire des codes. Voilà, ceci dit, c'est vraiment le but de l'entraînement, c'est qu'ils comprennent que typiquement pour l'obésité, si elle est induite par des médicaments ou non,
c'est qu'avec les exemples qu'il a vus, c'est qu'ils comprennent le contexte et qu'ils sachent que quand c'est de l'obésité induite, il faut le code de l'obésité induite. Voilà. J'imagine que sur les 72 000, je ne sais plus combien de codes il y en a beaucoup qui sont plutôt rares. Oui. Et donc, ces modèles, est-ce qu'ils arrivent à prédire ceux qui sont rares ou est-ce que ça peut... Oui, alors c'est une très bonne question. Alors justement, nous, donc, on a utilisé 6000 notes pour de la notation qui, elles, du coup, représentent des codes assez fréquents finalement, parce que c'est des vraies notes, même si elles sont des tests publics, mais c'est quand même des vraies notes de vrais patients, donc on s'attend à avoir des codes assez fréquents. C'est pour ça qu'on a ajouté 2 étapes dans le fine-tuning, qui est de la donnée synthétique et de la data augmentation. Donc le but, c'est d'enrichir aussi le training avec des codes plus rares, en effet. Je suis curieux, de quelle manière est-ce que vous avez fine-tuné votre LLM? Est-ce que c'était une méthode auto-supervisée classique ou vous avez rajouté une phase de human feedback derrière aussi par rapport à des corrections que des experts auraient pu apporter par exemple? Là, il n'y a pas de RLHF en plus. On a essayé un fine-tuning avec DPO qui n'a pas donné d'aussi bons résultats, donc pour l'instant, c'est fully supervised, oui. Du coup, ça rejoint un peu la métrique que vous avez de 46%, ça veut dire que vous avez chaque note, il y a un code associé. Ok. Oui, c'est vraiment. Donc là, il faut imaginer qu'il y avait une note par exemple, et en fait, on essaie de prédire tout ça. Donc il n'y a pas forcément un code. Ça, j'ai vraiment pris le pire cas pour vous montrer, mais il y a entre 0 et 10 codes par note. Du coup, dans une note médicale complexe, dans un compte rendu, il y a forcément plusieurs codes associés. Et donc, comment vous gérez ça? On en génère plusieurs. Donc c'est ce que je vous montrais ici, là, par exemple. Ça, c'est vraiment l'image de ce qu'on génère. Donc, par exemple, vous voyez que pour la catégorie problème, on va en générer 4 à cet endroit-là. On va en générer plusieurs dans Visite Diagnosis. On va aussi générer les vitals. Qu'est-ce qui fait que vous classez déjà? Il y a une première étape de classification des notes en plusieurs catégories. Est-ce que c'est antécédent? Oui, c'est ça. On a 3 catégories pour les codes qui sont problèmes, Visite Diagnosis, Family History. Et après, il y a les vitals. Et donc ça, oui, dans notre exercice de codification, et notamment qu'on a donné aux annotateurs, il fallait qu'ils mettent les codes aux bons endroits, dans les bonnes cases. Oui. Est-ce que le modèle risque d'halluciner des codes qui n'existent pas ou des trucs comme ça? Oui, c'est très intéressant. En fait, on s'est rendu compte de quelque chose d'assez rigolo. Il y avait un exemple d'une note où quelqu'un avait de la narcolepsie et je sais pas, mettons qu'il y avait le code pour sleep disorder qui était, mettons, G478. Le modèle voulait nous mettre narcolepsie à G479, alors que G479, en fait, c'était complètement autre chose. Du coup, c'est vrai parfois, il essaie de trouver le code le plus probable pour la maladie, mais donc c'est vrai que là-dessus, nous, on fait du post-filtering pour pas avoir des codes qui veulent rien dire. Moi, j'ai une question plus produit. Justement, les humains peuvent beaucoup se tromper. C'est quoi l'impact? Parce que du coup, visiblement, il y a plein de fois où les médecins vont mettre un code ou l'autre pour la même maladie. C'est quoi l'impact à la fin? Alors, c'est vraiment pour le système des États-Unis où ils font de la facturation là-dessus, en fait. Donc eux, tout ça, c'est lié à des assurances et à de la facture, donc du paiement, quoi. Eux, les médecins doivent coder à la fin d'une consultation pour les actes qu'ils ont faits, pour les maladies qu'ils ont traitées. Et alors, je ne sais pas quel est l'impact s'ils se trompent de code, mais in fine, c'est des histoires d'assurance, quoi. Ok, merci. Ou même dans les hôpitaux, parce que du coup, en fait, aux États-Unis, tu sors d'un hôpital avec une facture longue comme le bras, on t'a traité pour tout ça, et du coup, il faut tous ces codes à la con, c'est un enfer. Si le code change, le prix change, c'est... Oui, il y a des remboursements, les prix, les machins. Ouais. Tu mentionnais qu'une des premières choses que vous avez regardées, c'était ChatGPT 4, mais que la boîte, elle existe depuis 5 ans. Et du coup, ça veut dire que vous explorez d'autres choses avant de faire ça. Est-ce que le produit était différent ou est-ce qu'il y a de la tech d'avant qui est encore dans le produit actuel? Oui, alors le produit a beaucoup évolué. Ce que je vous ai montré au début, le copilote, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Avant, on travaillait plutôt sur une plateforme de gestion de patients où il y avait des modalités d'IA aussi. Donc, oui, voilà, ça a beaucoup évolué. Et là, cette partie-là, coding vraiment sur les codes médicaux, ça fait seulement 6 mois qu'on travaille dessus. Et du coup, dernière question troll, parce que on en a vachement parlé dernièrement avec Amazon notamment, alors pas sur l'IA, mais qu'est-ce qui nous prouve que pendant que vous faisiez la démo avec Grégoire, c'était pas Pierre qui tapait les trucs en live en fait Alors déjà, la complication de mettre ça en place, vous avez vu que c'était pas improvisé. Alors, en tout cas, un grand merci à vous deux, c'était vraiment très cool. Un grand merci à tous les autres orateurs, à tout le monde, à Nabla pour nous avoir accueillis ce soir.